animal au monde dont la mort soit si colossale qu'elle ait littéralement un nom propre, chute de baleine. Et l'on pourrait penser que la seule chose qui se produit est que ces créatures tombent simplement au fond de l'abîme, pour ne plus jamais être revues. Mais ce qui se passe réellement est l'équivalent de l'impact d'une météorite pour toute la vie marine. Une météorite de plusieurs tonnes de chair et d'os. À la fin de sa vie, une baleine qui peut peser des dizaines de tonnes entre dans une phase où chaque respiration devient un défi. La musculature qui, pendant des années, a propulsé le corps vers la surface commence à faiblir. Les réserves de graisse ne sont plus mobilisées avec la même efficacité et les longs trajets d'alimentation épuisent un organisme qui doit remonter régulièrement pour prendre de l'air. La vieillesse chez ces colosses n'est pas seulement une question d'années accumulées, mais de simple physique. Soulever une masse aussi imposante le long de la colonne d'eau implique une dépense énergétique énorme et arrive un moment où de nombreux individus ne peuvent plus le faire avec la fréquence nécessaire. À ces causes naturelles s'ajoutent d'autres plus brutales, maladies infectieuses, parasites qui affaiblissent l'animal, intoxication dues aux polluants, collisions avec de grands navires provoquant des hémorragies internes ou des fractures de côtes et de vertèbres. Et même attaques de groupes d'orques qui mordent à répétition une proie affaiblie. Dans tous les cas, l'issue physiologique est la même. Les poumons cessent de se remplir d'air régulièrement et l'échange d'oxygène s'interrompt. L'organisme est immergé dans l'eau, mais il meurt par asphyxie. Lorsque le cœur s'arrête, l'animal peut continuer à flotter quelques minutes, porté par l'air qui reste piégé dans les poumons et les voies respiratoires. Cependant, à l'intérieur, le processus de décomposition commence presque immédiatement. Des bactéries qui vivaient déjà dans l'intestin et dans d'autres tissus commencent à dégrader protéines et lipides dans un environnement sans circulation, générant des gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et le sulfure d'hydrogène. Ces gaz s'accumulent dans les cavités et entre les fibres musculaires, transformant peu à peu le corps en une masse gonflée, plus légère que l'eau environnante. Ici, la physique s'inverse. De son vivant, la plupart des grandes espèces étaient à peine plus denses que l'eau de mer et avaient besoin de remplir leurs poumons pour gagner en flottabilité. Après la mort, l'air pulmonaire se perd, mais les gaz de décomposition compensent cette perte et, s'ils s'accumulent suffisamment, transforment le cadavre en un ballon biologique. Soudain, un corps qui avait tendance à couler devient fortement flottant. Ce changement n'est pas toujours évident pour un observateur humain, mais il est crucial pour le destin du cadavre. Il détermine s'il restera à la dérive en surface pendant des jours, ou s'il coulera rapidement vers le fond. Lorsque les gaz s'accumulent intensément, le résultat visible est un animal déformé, avec la peau tendue comme un tambour et le ventre gonflé. À ce stade, le corps peut flotter pendant des semaines, déplacé par les courants de surface et le vent. L'image est celle d'une île de chair à la dérive, entourée d'oiseaux marins qui se posent pour arracher des bandes de graisse avec leur bec et de poissons qui s'approchent par en dessous pour mordre les tissus qui pendent encore. Mouettes, albatros et pétrels se disputent les morceaux les plus gras. Sous la surface, requins, gros poissons et autres charognards profitent de chaque fragment qui se détache. Ce festin initial a des conséquences physiques claires sur le cadavre. Les morsures des oiseaux et des poissons déchirent la peau et ouvrent des voies par lesquelles les gaz s'échappent, tandis que la perte de graisse réduit la flottabilité générée par les tissus. En parallèle, la décomposition interne se poursuit. Le tissu conjonctif s'affaiblit, les organes perdent leur cohésion et une partie du contenu abdominal peut s'échapper vers l'extérieur. Le résultat est un corps de plus en plus perforé, moins hermétique et, par conséquent, moins capable de retenir les gaz qui le maintenaient à la surface. Dans certains cas, le cadavre n'atteint jamais cette phase de dérive prolongée. Si la mort survient à une certaine profondeur, si l'animal était très maigre ou si la décomposition est lente en raison des basses températures, les gaz produits ne suffisent pas à compenser le poids total et le corps descend presque dès le début. Mais lorsque la mort se produit près de la surface,
La séquence la plus habituelle est celle d'une période de flottaison, suivie d'un effondrement progressif. La carcasse passe d'un globe gonflé à une structure flasque qui n'a plus les moyens de se soutenir. Le moment où l'équilibre se rompt est brutal. Parfois, une grande morsure de requin, une vague puissante ou l'ouverture d'une cavité suffit pour que le gaz piégé s'échappe en quelques secondes. La densité globale de l'ensemble grimpe en flèche. La proportion d'os, de muscles et d'organes solides dépasse largement celle des gaz restants. Le corps cesse de se comporter comme un flotteur et redevient ce qu'il a toujours été selon la physique de l'eau de mer. Une masse de tonnes, trop lourde pour rester suspendue à la surface. Le corps commence à gagner en vitesse dès l'instant où il perd sa flottabilité. Au début, la descente est lente, freinée par la résistance de l'eau sur l'énorme surface du cadavre. Mais à mesure qu'il s'enfonce et que le volume de gaz résiduel se comprime sous l'effet de la pression croissante, l'ensemble devient encore plus dense et la chute s'accélère. Ce n'est pas une chute libre comme dans l'air, mais un mouvement constant et sans retour, une trajectoire verticale qui peut se prolonger pendant des heures si le fond se situe à des milliers de mètres de profondeur. Au cours de son voyage vers le bas, le cadavre traverse plusieurs couches de l'océan. Il laisse derrière lui la zone éclairée par le soleil, où subsistent encore le phytoplancton et les poissons dépendants de la photosynthèse, et pénètre dans une région de pénombre où les couleurs s'éteignent et où le bleu devient presque uniforme. Plus bas, à partir de quelques centaines de mètres, la descente se poursuit dans une obscurité que ne percent que des éclats de bioluminescence, de petits organismes qui émettent de la lumière en réponse à des perturbations dans l'eau. Le passage d'une masse aussi grande génère des tourbillons et des courants locaux, susceptibles de déclencher ce clignotement de points lumineux, comme si le cadavre traînait une pluie d'étincelles vivantes. En termes de temps, le trajet peut varier considérablement. Si le fond se trouve à 1000 mètres, le corps peut mettre environ 1 à 2 heures pour y parvenir. Si la profondeur approche les 4000 mètres, le voyage se prolonge davantage, mais il reste bref comparé aux années dont l'animal a eu besoin pour grandir. Pendant ce temps, le cadavre continue d'être une source de nourriture même en chute. Certains poissons des eaux intermédiaires, des calmars et d'autres charognards opportunistes peuvent détecter la trace des tissus et profiter de l'occasion pour arracher des morceaux au passage. Chaque morsure libère un nuage de fragments graisseux qui dérivent sur quelques mètres avant de couler, nourrissant des organismes qui n'auraient jamais eu accès à une proie aussi grande. À l'approche du fond, l'environnement change une fois de plus. La pression dépasse les 300 ou 400 atmosphères, la température de l'eau se maintient à peine au-dessus du point de congélation et la lumière du soleil n'atteint plus du tout ses profondeurs. Le paysage typique est une plaine de sédiments fins, accumulés pendant des millions d'années, à partir de particules tombant lentement depuis la surface. Restes microscopiques d'organismes, poussière minérale, excréments compactés dans cette neige marine qui constitue l'apport alimentaire de base pour presque toute la vie des fonds marins. Dans ce contexte de pénurie permanente, la descente d'un cadavre de baleine représente un événement exceptionnel. À l'échelle énergétique, cela équivaut à concentrer d'un seul coup des décennies de neige marine en un point unique. Du point de vue des organismes du fond, c'est l'arrivée d'une montagne de carbone et de nutriments dans un lieu où la norme est de vivre avec le strict minimum. Mais cette montagne n'apparaît pas de nulle part. Elle arrive à grande vitesse et entraîne avec elle une colonne d'eau qui se comprime contre le sédiment au moment de l'impact. La collision avec le fond peut être violente. Le corps ne rebondit pas de manière visible, mais déforme le sédiment, s'enfonçant partiellement dedans et soulevant un nuage de particules fines qui restent en suspension autour. Si l'animal tombe sur le côté, le poids écrase la partie inférieure contre la boue et laisse la partie supérieure exposée. S'il tombe sur le ventre ou sur le dos, certaines régions du corps restent enterrées et d'autres se courbent vers le haut, créant des ombres et des abris immédiatement utilisables par de petits organismes. Dans tous les cas,
Le résultat est une altération physique du paysage qui restera visible pendant des années. L'impact a également un effet chimique. Les fluides encore présents dans la cavité abdominale, le sang coagulé et les restes de viscères se mélangent aux sédiments et libèrent un signal intense de composés organiques dissous. Ce signal se diffuse avec le courant de fond et devient une piste chimique que de nombreux animaux peuvent détecter à distance. Dans un environnement où toute trace de nourriture compte, la présence d'acides aminés, d'acides gras et d'autres composés provenant du cadavre déclenche une réponse quasi immédiate chez les charognards locaux. Les premiers à arriver sont généralement des animaux mobiles, capables de parcourir des distances relativement grandes. Les myxines et d'autres poissons anguilliformes qui passent la majeure partie de leur temps enterrés dans la boue peuvent émerger et se diriger vers la source de l'odeur. Les requins des grandes profondeurs, au mouvement lent mais constant, changent de cap guidés par des récepteurs chimiques extrêmement sensibles. Les crabes, amphipodes et autres crustacés quittent leur routine de recherche dispersée et convergent vers la même zone. À l'échelle humaine, cela serait comparable à une foule courant vers un entrepôt dès que la rumeur court que de la nourriture y est distribuée. En quelques heures, le cadavre est entouré. Beaucoup de ces animaux n'ont jamais rencontré une proie aussi grande de toute leur vie. La taille du corps permet à des dizaines d'individus de se nourrir simultanément sans trop se gêner, du moins au début. Certains perforent la peau encore résistante avec des dents spécialisées. D'autres s'introduisent par les ouvertures naturelles, comme la bouche, l'anus ou les blessures précédentes de la phase de flottaison. Par ces entrées, ils progressent vers l'intérieur, où la chair est plus tendre et protégée du contact direct avec l'eau. Le nuage de sédiments généré par l'impact ne s'est pas encore complètement déposé lorsque les premières morsures commencent à détacher des fragments de tissu. Chaque arrachage libère un autre nuage, cette fois de particules organiques, fibres musculaires, cellules graisseuses, morceaux de peau. Au fil des heures puis des jours, la surface du corps se couvre complètement d'animaux en mouvement. Les myxines, qui ressemblent à des anguilles visqueuses, perforent la peau et se frayent un chemin vers l'intérieur, où la chair reste plus tendre. Pour progresser, elles peuvent faire des nœuds avec leur propre corps et utiliser cette torsion comme levier pour arracher des bouchées. Les requins des grandes profondeurs, aux mâchoires plus lentes mais puissantes, se concentrent sur les zones riches en graisse, comme le panicule adipeux sous la peau ou la région abdominale. Les poissons osseux de différentes tailles profitent des ouvertures créées par d'autres pour s'y faufiler et se nourrir de restes qui resteraient hors de leur portée dans une carcasse intacte. Les animaux les plus grands occupent les zones les plus exposées. Flancs, dos, tête, les plus petits se concentrent sur les marges, dans les creux, ou glissent entre les espaces intercostaux pour atteindre des endroits où les dents des requins n'atteignent pas. En même temps, dans le sédiment qui entoure le cadavre, de petits crustacés et de nombreux invertébrés se nourrissent des fragments détachés à chaque morsure. Rien n'est gaspillé. Ce que certains arrachent et ne peuvent retenir, d'autres le capturent lorsqu'il tombe. Le résultat est une érosion progressive. En quelques semaines, si la carcasse est très grande et que la communauté de charognards est abondante, les couches les plus superficielles de peau et de graisse peuvent disparaître presque complètement. Les muscles striés, les os des nageoires, une partie de la cage thoracique et la structure du crâne sont mis à nu. Le cadavre se transforme d'une masse compacte en un ensemble d'éléments interconnectés, traversés par des tunnels et des cavités créées par les consommateurs les plus persistants. L'activité n'altère pas seulement la forme du corps, elle modifie également l'environnement proche. Chaque fois qu'un groupe d'animaux se déplace, il remue le sédiment et le suspend dans l'eau. Chaque fois qu'un requin mord, il détache des fibres musculaires et des gouttes de graisse qui tombent autour comme une pluie dense. À quelques mètres du cadavre, le fond devient un mélange de boue sombre,
de tissus en décomposition et d'excréments des charognards eux-mêmes. Cet anneau de sédiments enrichis se transforme en une ressource à part entière pour les organismes qui n'ont pas besoin d'attaquer directement le cadavre, mais qui bénéficient de l'excès de matière organique qu'il génère. Avec le temps, la composition de la communauté change. Les gros visiteurs, une fois que les portions les plus faciles à consommer sont épuisées, apparaissent moins fréquemment. Il reste encore des zones de chair attachées aux os ou protégées par des plis de peau, mais chaque nouvelle bouchée demande plus d'efforts. En revanche, les petits crustacés, vers polychètes et autres invertébrés deviennent plus nombreux. Beaucoup d'entre eux creusent des galeries dans le sédiment immédiatement adjacent au squelette, où la matière organique s'accumule et se dégrade lentement. C'est à cette phase que le cadavre cesse d'être uniquement une source directe de tissu et commence à fonctionner comme un foyer d'enrichissement de l'environnement. La matière organique infiltrée dans la première couche de sédiments sert de nourriture aux micro-organismes et aux petits détritivores. Ces derniers deviennent à leur tour des proies pour des prédateurs de taille intermédiaire. Sur le papier, cela ressemble à une simple chaîne alimentaire, mais en pratique, cela signifie qu'une région du fond, auparavant relativement homogène, se transforme en un mosaïque de micro-habitats, zones plus anoxiques dans la boue, endroits où la graisse semi-enterrée s'accumule, tâches avec une plus grande densité de bactéries. La durée de cette phase opportuniste n'est pas fixe. Elle dépend de la taille de l'animal, de la température de l'eau, de la quantité initiale de graisse et du nombre d'organismes qui exploitent la ressource. Elle peut s'étendre sur plusieurs années, pendant lesquelles le sédiment autour des os maintient une concentration de matière organique bien supérieure à celle du fond éloigné. Du point de vue d'un petit ver ou d'un crustacé fouisseur, s'établir dans cette zone signifie disposer d'une source stable de nourriture dans un environnement où, loin du cadavre, il faudrait se déplacer beaucoup pour trouver la même chose. Pendant ce temps, la structure principale continue de s'amincir. Les muscles se réduisent d'abord à des bandes, puis à des fibres lâches, et enfin à un film à peine visible. Les vertèbres, les côtes et les os de la tête restent de plus en plus nus, bien que toujours recouverts de résidus de tissus conjonctifs et de dépôts de graisse interne non visibles de l'extérieur. Ces lipides internes sont beaucoup plus difficiles à atteindre pour les animaux de grande taille, mais leur présence prépare le terrain pour un autre type de colonisateur. Dans l'environnement immédiat, il pourrait y avoir des centaines de petites tanières dans un rayon de quelques mètres autour du squelette. Chacune correspond à un organisme qui bénéficie directement ou indirectement des déchets du cadavre. Certains se nourrissent des détritus. D'autres sont des prédateurs qui attendent qu'un voisin plus maladroit sorte de son tunnel. L'effet global est que la chute d'une seule baleine augmente considérablement la densité et la diversité de la vie benthique dans cette portion de fond marin. Cette phase plus radicale commence lorsque le festin visible est presque terminé, mais que le squelette reste chargé d'énergie. Bien que la carcasse semble propre à première vue, l'intérieur des os contient encore un pourcentage élevé de lipides, graisse et huile qui peuvent représenter plusieurs pourcentages du poids total de l'animal et qui se dégradent beaucoup plus lentement que les muscles ou la peau. Autour de ces os, l'environnement du fond marin change. Le sédiment immédiatement adjacent s'est enrichi en matière organique lors de la phase précédente et la respiration des bactéries et des petits détritivores a consommé une grande partie de l'oxygène disponible dans les pores de la boue. Dans ces conditions plus anoxiques, prospèrent des micro-organismes capables de respirer non pas l'oxygène, mais le sulfate dissous dans l'eau de mer. En dégradant les lipides et d'autres composés organiques, ces bactéries libèrent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour la plupart des animaux, mais qui constitue une source d'énergie chimique extraordinaire pour certains groupes de micro-organismes spécialisés. La situation ressemble, en version localisée, à ce qui se passe dans les sources hydrothermales ou les fuites froides de méthane. Au lieu de dépendre de la lumière solaire, la production primaire repose sur des réactions chimiques. Les bactéries chimiosynthétiques utilisant le sulfure d'hydrogène
ou le méthane comme source d'énergie, forment des tapis blanchâtres ou jaunâtres à la surface des eaux et du sédiment environnant. Ces tapis transforment les composés inorganiques en biomasse et deviennent le premier maillon d'une chaîne alimentaire entièrement nouvelle sur le squelette. Au milieu de ce paysage apparaît l'un des protagonistes les plus frappants de cette phase, les vers du genre Osedax, connus populairement sous le nom de vers manjos ou vers zombies. Ils ont été décrits pour la première fois au début des années 2000, lorsque des caméras de véhicules sous-marins ont révélé, sur les os d'une baleine en décomposition, des structures ressemblant à de petites plantes, avec une couronne de plumes rouges au sommet et une sorte de tige qui pénétrait directement dans l'os. La morphologie de ces vers défie ce que l'on attendrait d'un annélide classique. Les femelles, qui sont les formes visibles, n'ont ni bouche ni tube digestif fonctionnel. À la place, elles présentent une couronne de plumes respiratoires et un tronc qui se termine par un enchevêtrement de racines verdâtres qui pénètrent à l'intérieur de l'os. À travers ces racines, l'animal ne mord pas l'os comme le ferait un poisson ou un crustacé, mais le dissout chimiquement. Il a été démontré que les tissus des racines contiennent des mucosités avec des composés acides capables de décalcifier la matrice osseuse, libérant les lipides piégés. Le ver ne consomme pas ces lipides directement. À l'intérieur des racines vit une communauté de bactéries symbiotiques qui exploitent les composés libérés et les transforment en substances assimilables par le ver. Le résultat est une association intime. Le ver fournit aux bactéries un accès constant à la ressource et les bactéries, en retour, le nourrissent de l'intérieur. Ainsi, Osedax devient une machine biologique capable de transformer la graisse osseuse en biomasse animale et microbienne, sans avoir besoin d'organes digestifs classiques, ni de se déplacer loin de l'os. Le cycle reproductif ajoute une autre singularité. Dans de nombreuses espèces, les mâles sont minuscules, presque microscopiques, et vivent à l'intérieur des tubes, ou même dans les cavités du corps de la femelle, formant de véritables harems miniatures. De là, ils libèrent continuellement du sperme, garantissant que tout œuf produit par la femelle soit fécondé. Lorsqu'un nouveau cadavre arrive au fond, les larves qui trouvent l'os dans les premiers instants ont tendance à se développer en femelle. Plus tard, lorsque l'endroit est déjà occupé, de nombreuses larves qui s'installent le font en tant que mâles. Cela permet une colonisation initiale rapide et, en même temps, garantit que chaque femelle établie dispose de nombreux mâles à sa disposition dans un espace réduit. Au fil du temps, l'activité de ces vers transforme complètement la structure osseuse. Les racines perforent la surface et la rendent poreuse, créant des galeries internes qui augmentent la complexité du microhabitat. Cette porosité supplémentaire facilite la diffusion de sulfure d'hydrogène et d'autres composés dans le sédiment environnant, élargissant la zone où les bactéries chimiotrophes peuvent prospérer. Parallèlement, les tunnels fournissent des refuges à d'autres petits invertébrés qui utilisent les fissures comme cachettes et points d'alimentation. De cette manière, Osedax agit comme un véritable ingénieur d'écosystème, modifiant physiquement la ressource et ouvrant de l'espace à une plus grande diversité d'espèces associées. Les os, enrichis en lipides et traversés par des galeries, soutiennent des communautés chimiotrophes pendant des années, voire des décennies. La durée exacte dépend de la quantité de graisse disponible, de la profondeur, de la température et du degré de colonisation. Dans des environnements bien oxygénés, les estimations suggèrent que les communautés à base de soufre peuvent rester actives pendant environ une décennie. Dans des conditions plus froides ou moins ventilées, cette période pourrait s'allonger, bien qu'elle soit également affectée par l'intensité avec laquelle les vers et d'autres organismes détruisent l'os. Pendant tout ce temps, le squelette reste un point de haute productivité dans un environnement généralement pauvre. Des bivalves avec des bactéries symbiotiques dans leurs branchies se fixent sur les os ou dans le sédiment, riche en sulfure alentour,
exploitant la même source d'énergie que les tapis bactériens. Des escargots, de petits crustacés et d'autres invertébrés se nourrissent de ces bivalves, des bactéries ou des détritus qui s'accumulent entre les restes. La communauté se révèle être un mélange d'espèces typiques des sources hydrothermales, des fuites de méthane et des fonds abyssaux normaux, réunis en un seul point parce que la structure physique du squelette et les gradients chimiques permettant la chimiosynthèse s'y concentrent simultanément. Lorsque la phase sulfophile s'épuise et que les lipides internes ont presque disparu, le squelette ne fonctionne plus comme une source importante d'énergie chimique. Ce qui reste est une structure minérale creuse, allégée par des années de perforation et de galerie, mais encore solide par rapport aux sédiments mous qui l'entourent. Dans le paysage du fond abyssal, dominé par des boues fines et uniformes, toute surface dure devient une ressource précieuse. Les vertèbres, les côtes et les os crâniens jouent alors un nouveau rôle, support physique pour les organismes qui ont besoin de s'ancrer à quelque chose de stable pour vivre. Les premiers colonisateurs de cette étape sont généralement des invertébrés sessiles se nourrissant en filtrant les particules de la colonne d'eau. Des éponges de formes variées s'installent sur les zones les plus exposées des vertèbres, là où les courants de fond sont légèrement plus intenses et facilitent le passage constant d'eau riche en petites particules organiques. Sur les faces supérieures des côtes et les saillies du crâne s'installent des bryozoaires, quelques hydrozoaires ramifiés et des anémones qui étendent leurs tentacules pour capturer toute particule ou petit animal emporté par le courant. Avec le temps, le contour du squelette se couvre de ces structures qui ajoutent volume et complexité au relief original des os. Dans un fond mou, la présence d'une zone de structure rigide a un autre effet. Elle crée des refuges. Entre les trabécules exposées, dans les espaces laissés par les racines des vers et dans les cavités partiellement effondrées, s'accumulent de petits invertébrés mobiles qui utilisent ces creux comme cachettes face aux prédateurs plus grands. Crevettes, amphipodes, petits crabes et escargots y trouvent des recoins protégés où ils peuvent se nourrir de débris, de colonies de micro-organismes ou de larves qui s'installent sur les surfaces les plus récentes. À l'échelle du centimètre, le squelette devient un réseau de passages et de chambres habitées. La structure attire également les poissons de fond. Certaines espèces de petite taille utilisent l'entrelacement d'os et d'organismes sessiles comme zone de repos et de chasse, se déplaçant entre les côtes pour capturer les invertébrés qui s'aventurent sur la partie extérieure. D'autres espèces plus grandes patrouillant le périmètre, profitant de la plus grande densité de proies potentielles. Le contraste avec le fond environnant est notable. À quelques mètres du squelette, le sédiment redevient relativement homogène, avec une vie dispersée et peu de relief. Sur et autour des os, en revanche, la densité d'organismes et de micro-habitats reste supérieure à la moyenne, même s'il n'y a plus d'apport extraordinaire de carbone. Avec les années, la structure osseuse elle-même continue de se dégrader. L'action mécanique des courants, la dissolution chimique et l'activité des organismes perceurs amincissent les parois des os. Certaines vertèbres finissent par se briser et s'effondrer sur le sédiment. Des côtes partiellement enterrées sont recouvertes et disparaissent de la vue. Des spicules d'éponges, des fragments de squelettes calcaires de bryozoaires et des restes de coraux de grande profondeur se mélangent aux particules minérales de la boue, modifiant légèrement la composition du sédiment sous et autour de l'ancien squelette. À l'échelle humaine, on peut dire que la trace visible disparaît. À l'échelle géologique, la concentration locale de carbonate et de matière organique reste enregistrée dans la colonne sédimentaire. Le temps total pendant lequel les restes d'une baleine continuent d'influencer l'écosystème peut approcher le siècle. Les phases se chevauchent partiellement. Tant qu'il reste un peu de chair, les sédiments s'enrichissent. Tant qu'une partie des réserves lipidiques subsiste, des communautés chimiotrophes s'établissent. Lorsque celles-ci s'épuisent, le squelette transformé continue de fonctionner comme un petit récif.
Cette prolongation signifie qu'à un moment donné, le fond marin peut accueillir de nombreuses chutes à différents stades, même si la zone d'influence de chacune est limitée. À l'échelle globale, les estimations suggèrent qu'avant la chasse industrielle, un nombre beaucoup plus important de baleines mouraient chaque année que de nos jours, simplement en conséquence naturelle de populations plus abondantes. Chaque mort pouvait potentiellement générer un événement de ce type si le cadavre coulait en pleine mer. L'exploitation massive des cétacés au XIXe et XXe siècle a perturbé cet équilibre de plusieurs manières. D'une part, l'extraction de grandes quantités de biomasse avant que les animaux ne meurent de causes naturelles a réduit drastiquement le nombre de cadavres sur le fond. D'autre part, pendant une grande partie de la période industrielle, de nombreux cadavres issus de la chasse étaient traités à terre ou près de la côte et n'atteignaient pas les apports profonds comparables à ceux qui se produisent en pleine mer. Cette diminution des événements a des implications pour les communautés spécialisées qui en dépendent. Si les chutes de grands cétacés sont moins fréquentes et plus espacées, les espèces étroitement liées à ces oasis peuvent voir leurs opportunités de coloniser de nouveaux sites réduites avant que les sites précédents ne soient épuisés. Certaines hypothèses suggèrent que dans un océan avec plus de baleines, les chutes pouvaient fonctionner comme des marches permettant aux organismes typiques des sources de méthane ou des sources hydrothermales de se déplacer entre des points distants, en utilisant les squelettes comme stations intermédiaires. Une réduction de la densité de ces marches impliquerait des trajets plus longs à travers des zones pauvres, moins favorables aux espèces dont les larves ont une dispersion limitée. Aujourd'hui, les cadavres qui atteignent le fond peuvent provenir de morts naturelles ou de causes liées à l'activité humaine, collisions avec des navires, enchevêtrement dans des engins de pêche ou épisodes de stress dus au bruit et aux changements environnementaux. Certains de ces animaux échouent sur les plages et suivent un destin complètement différent, lié au processus de décomposition en zone intertidale ou sur Terre. D'autres, cependant, flottent un certain temps puis sont entraînés au large, où ils coulent finalement et donnent lieu à un ensemble d'étapes écologiques similaires à celles décrites. Dans ces cas, l'apport énergétique au fond existe, même si le contexte qu'il a généré résulte d'une interaction négative avec les activités humaines.